Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question centrale du programme de terminale. Une question qui d'ailleurs pourrait tout à fait tomber au bac en composition. Quel est le rapport de l'Union européenne au reste du monde? Est-ce que c'est un espace grand ouvert, une sorte de forteresse? Bon, vous vous en doutez, la réalité, comme très souvent en géographie, est beaucoup plus complexe. Mais alors, comment on fait pour concilier ces deux images qui semblent totalement contradictoires? D'un côté, on a le programme Erasmus. C'est un peu l'image d'Épinal, une Europe unie, solidaire, qui fait bouger sa jeunesse depuis 1987. C'est le symbole d'une ouverture réussie, d'un projet qui marche. Et de l'autre, bam, un slogan choc, Stoppons Bruxelles, lancé par le Premier ministre hongrois. Là, c'est le visage d'une Europe qui se déchire, qui est contestée de l'intérieur, où l'on réclame plus de souveraineté nationale. Ces deux visions illustrent parfaitement la tension qui traverse l'Union aujourd'hui. Voilà, donc la problématique qui va être notre fil rouge. Quel modèle d'ouverture l'Union européenne propose-t-elle réellement? Et comme on le ferait pour une disserte, on va y répondre en plusieurs temps pour construire une analyse bien nuancée. D'abord, on va voir pourquoi l'UE est un pôle puissant qui attire. Ensuite, on se penchera sur les tensions, les défis qui fragilisent ce modèle. Et enfin, pour que ce soit bien concret, on prendra une étude de cas, l'Allemagne, qui est un peu au cœur de toutes ces contradictions. Allez, on attaque la première partie de notre démonstration. On va se demander en quoi l'Union européenne est un pôle qui pèse, un pôle attractif dans la mondialisation. C'est parti. On commence avec un chiffre, simple mais absolument fondamental. L'Union européenne est la première puissance commerciale du monde. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que sa voix compte dans toutes les grandes négociations internationales et qu'elle a le pouvoir d'imposer ses normes, ses règles du jeu. Ce chiffre-là, il est encore plus parlant. Imaginez, avec seulement 6,9% de la population mondiale, l'UE produit quasiment 19% de toute la richesse de la planète. C'est la preuve d'une productivité et d'un niveau de richesse juste énorme, qui en font un acteur économique absolument incontournable. Mais alors, c'est quoi le secret de cette puissance? Son atout numéro un, son arme maîtresse, c'est le marché unique. 447 millions de consommateurs avec un pouvoir d'achat globalement élevé. C'est cet immense marché intégré qui rend l'Union si désirable pour les investisseurs et les partenaires commerciaux du monde entier. Bon, si on résume les piliers de cette attractivité, il y a le marché unique, bien sûr, avec ses fameuses 4 libertés de circulation. Il y a son attractivité touristique. L'UE est la première destination mondiale. C'est aussi un grand pôle d'immigration. Mais l'UE, ce n'est pas que de l'économie. C'est aussi ce qu'on appelle un soft power, la promotion d'un modèle basé sur la démocratie, les droits de l'homme, le développement durable. Et pour rester dans la course, elle signe de plus en plus d'accords de libre-échange, comme le CETA avec le Canada ou le JEFTA avec le Japon. Mais attention, ce tableau serait bien trop simple, un peu trop rose. Il faut absolument le nuancer. On passe donc à notre deuxième partie. Ce modèle d'ouverture est aujourd'hui secoué, mis sous tension, à la fois par des défis qui viennent de l'extérieur et par de vraies fractures à l'intérieur. Ces défis, ils sont de plusieurs types. D'abord, politique. Le Brexit a été un vrai traumatisme, la toute première fois qu'un pays membre s'en va. Et puis, il y a ces désaccords très profonds sur des sujets clés comme la défense ou la politique migratoire. Ensuite, les défis économiques. La concurrence mondiale est féroce et le nombre de très grandes entreprises européennes dans le top 100 mondial a bien baissé après le Brexit. Et enfin, des fractures sociales et idéologiques qui se creusent, avec une population qui vieillit et surtout cette montée en puissance de ce qu'on appelle l'euroscepticisme. Ce graphique, il montre bien cette fracture idéologique. Aux élections de 2019, les partis de droite eurosceptiques et d'extrême droite ont obtenu près de 18% des sièges au Parlement européen. Alors oui, ils restent minoritaires, mais leur poids politique est de plus en plus fort et ils pèsent sur les débats, en particulier sur les questions d'ouverture des frontières. Cette citation d'Angela Merkel de 2018, elle est vraiment très éclairante. Elle nous dit que la question migratoire est devenue le point de crispation de toutes les tensions en Europe. C'est ce sujet qui révèle les divisions les plus profondes entre les pays membres sur la solidarité, sur l'ouverture, au point, selon elle, de menacer l'avenir même de l'Union. C'est dire si l'enjeu est de taille. Bon, pour essayer de mettre tout ça ensemble, la puissance et la fragilité, rien de mieux qu'une étude de cas. Et pour le bac, l'Allemagne, c'est un excellent exemple. Pourquoi? Parce qu'elle incarne à la fois le rôle de moteur de l'Europe et toutes les contradictions du projet européen. D'un côté, l'Allemagne, c'est clairement le moteur économique de l'Union européenne. C'est une immense puissance exportatrice, super bien connectée au reste du monde grâce à des infrastructures de pointe comme le port de Hambourg ou l'aéroport de Francfort. Francfort, c'est d'ailleurs une ville mondiale qui symbolise cette puissance puisqu'elle accueille le siège de la Banque centrale européenne. Et puis bien sûr, historiquement, il y a le fameux couple franco-allemand qui reste un pilier de l'intégration.
Mais ce modèle allemand, il est aussi fragile. Son économie est ultra dépendante de ses exportations, en particulier vers la Chine. Le pays est encore traversé par des fractures très profondes entre l'Est et l'Ouest, un héritage de la réunification. Et comme le reste de l'Europe, l'Allemagne doit faire face à de gros défis démographiques qui ont été accentués par les tensions nées de l'accueil des réfugiés en 2015. Donc sa puissance est à nuancer. Et cette vulnérabilité, au fond, c'est un peu le miroir de la vulnérabilité de l'Europe tout entière. Nous voilà au bout de notre analyse. C'est le moment de faire le bilan, de synthétiser les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument retenir pour une copie du bac. Alors, pour répondre à notre problématique de départ, quel modèle ouverture? Eh bien, la bonne réponse, c'est la nuance. L'ouverture de l'UE n'est ni totale ni fermée. C'est une ouverture qu'on peut qualifier de sélective et de constamment négociée. Elle choisit avec qui elle fait du commerce, elle contrôle ses frontières extérieures, elle débat sans arrêt de ses politiques communes. C'est un modèle qui est en tension permanente. Et voilà, une petite fiche de révision à mémoriser ou même à prendre en photo. Maîtrisez bien ces notions, ces acteurs, ces dates clés. C'est indispensable pour bâtir une bonne argumentation. Et surtout, attention aux pièges classiques, il ne faut jamais confondre la puissance commerciale de l'UE, qui est bien réelle, avec une superpuissance politique et militaire unifiée. Ça, elle ne l'est pas. C'est cette nuance qui fera toute la différence dans une copie. Pour finir, je vous laisse avec une question d'ouverture pour continuer à réfléchir. Face aux géants que sont les États-Unis et la Chine, est-ce que l'Union européenne peut encore peser dans le monde et défendre son propre modèle social, démocratique, environnemental, si elle reste divisée? Autrement dit, est-ce que l'Union fait encore la force? C'est tout l'enjeu pour les décennies à venir.